Dernièrement, je me dis souvent, si j'avais eu ça plus tôt, si j'avais eu ça il y a 25 ans, en faisant de la sidérurgie, j'aurais eu la vie beaucoup plus facile. Pareil pour les démarches d'amélioration continue, si j'avais eu ça, ça aurait été beaucoup plus facile. Au point qu'aujourd'hui, ça m'influence. Ça m'influence dans le choix des outils que je mets en place. Ça m'influence dans les conseils que je donne aux entreprises et dans lesquels j'ai l'occasion de travailler. Et ça m'aide bien. Alors ça c'est quoi? Aujourd'hui, je travaille avec une équipe de production chez Préon, avec quelques gros calibres en mathématiques, en IT, avec le support de la région Wallonne. Et on travaille chez Préon, dont le métier de base, c'est la production d'acide phosphorique, la production de phosphate de spécialité. Grosse entreprise, dont les sites sont répartis en Belgique, au nord, au sud, en France, aux États-Unis. Et on souhaite améliorer les performances opérationnelles de cette entreprise. Et au travers de sa filiale d'engineering, PRT, on souhaite proposer à terme un nouveau service, donc ne plus proposer de la vente d'usines ou de la vente de plants, mais de proposer un nouveau service aux 150 clients qui ont déjà acheté aujourd'hui des usines de production d'acide phosphorique. Alors, la zone dont on s'occupe, elle se répartit sur quelques centaines de mètres de long, 50 mètres de large. C'est réparti sur 3-4 étages. Il y a une succession de tanks, de réservoirs, de réacteurs, de filtres. On a une entrée de matières premières, des roches qui viennent de Russie, qui viennent du Maroc, que l'on va mélanger avec de l'acide sulfurique qu'on produit à Angy. Grâce à ça, on va faire un acide phosphorique. Il y a des coproduits. Les coproduits sont valorisés chez Knauf. Alors Knauf, c'est celui qui vous fournit les plaques de plâtre que vous avez à la maison, notamment. Le produit, c'est de l'acide phosphorique. Cet acide, le produit phosphorique, est utilisé dans l'alimentation, dans le Coca-Cola, par exemple, dans des additifs alimentaires. Et ça m'aide bien pour tout ça. Alors, voilà un petit schéma qui explique la production de l'acide phosphorique. Je crois qu'on ne va pas s'étendre trop dessus. Et donc, on est dans un projet qui s'appelle P15 et qui est constitué de 3 sous-projets. La première partie, ça a été de sélectionner l'environnement dans lequel on allait travailler, dans lequel on allait accueillir toutes les données de production, de laboratoire, des ERP, des fichiers Excel, des photos, et sélectionner en même temps les couches logicielles en fait, qu'on allait pouvoir utiliser derrière pour traiter toutes ces données. Ensuite, on va valider que ce qu'on a choisi, ça fonctionne bien, et ça nous permet d'en faire des analyses pour essayer d'améliorer les performances opérationnelles de l'usine. Et enfin, une fois qu'on a validé au travers de ces essais que tout ce qu'on peut mettre en place comme dashboarding, comme mise au point d'indicateurs, comme analyse, c'était plein de richesses, eh bien, on va essayer de transformer le métier d'une partie du bureau d'études de Préon et de le transformer en arrêtant donc de vendre des usines, mais en vendant du résultat. Et donc, c'est ça le projet P15. Et pour faire ça, alors ça c'est quoi? On ne va pas s'étendre là-dessus non plus parce qu'il y en a plein de personnes qui sont bien plus compétentes que moi dans le domaine ici autour de moi
sur le sujet. Donc ça, c'est une image de tout l'environnement qu'on est en train de mettre en place pour accueillir toutes les données de Préon. Et donc on a ici à gauche, et c'est très flou, enfin moi je le vois très flou, je ne sais pas vous, mais on a ici à gauche en fait les sources de données initiales, et on va les stocker de façon structurée dans un data lake qu'on a décidé à un moment d'héberger sur le cloud. Je ne vais pas dire beaucoup de gros mots comme ça pendant mon exposé, donc profitez-en si vous aimez bien. Alors, on a mis une couche logicielle ensuite qui nous permet de faire l'analyse des données. Et de nouveau, donc, on a à gauche les petites boîtes dans lesquelles il y a aujourd'hui, enfin les silos dans lesquels il y a aujourd'hui toutes les données de base, donc données de production, données de laboratoire et autres data. On a développé tout un tas de collecteurs pour pouvoir déposer tout ça de façon structurée à un endroit. Et puis, on a toute une série de logiciels derrière pour faire des analyses. Et donc, ça, le SAT tout à l'heure, bah, c'est le machin que vous voyez là. Alors, sur quoi est-ce qu'on a fait notre travail? On a fait notre travail, en fait, sur une installation qui, ici, est ultra simplifiée. Alors, c'est une installation de concentration. Donc, il y a un tank dans lequel il y a de l'acide qui n'est pas très concentré. On va le pomper à l'intérieur d'un bac de chauffe. Donc on va y apporter de l'énergie. On va évaporer ce liquide, ou en tout cas on va le chauffer très fort. On va l'envoyer vers un évaporateur où avec du vide, on va séparer de l'eau d'un acide plus concentré qui va retomber donc, dans un bac qui est le bac dans lequel on récolte l'acide plus concentré. Et avec quoi est-ce qu'on joue? On joue avec 497 tags dont on fait l'acquisition toutes les minutes, plus des mesures de labo dont on fait l'acquisition tous les jours, toutes les heures, toutes les 3-4 heures en fonction du sujet qu'on est en train d'étudier. Alors, je vais vous exposer quelques insights qu'on a pu avoir. Et donc, en fait, on a une équipe de production qui est venue vers nous et qui nous a dit ce serait bien de pouvoir relier la concentration qui est mesurée au laboratoire à toute une série de données process, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne d'une certaine manière et on voudrait bien essayer d'avoir quelque chose qui soit plus stable. Alors, un petit peu comme mon prédécesseur, je vais insister sur plus la méthode de travail qui a été mise en place et sur les quelques facteurs clés de succès pour que ça fonctionne. Et donc, la façon dont on a travaillé, on a décidé de se voir 2 fois par semaine avec les gens de production, avec les spécialistes en IT, les spécialistes en data science, de fonctionner par mini-sprint chaque fois entre deux rencontres. Et donc, une série de questions, on revenait avec les réponses pour la fois suivante. Donc, on ne traîne pas, on fonctionne de façon très, très réactive. Et une chose qui était très, très importante, c'était d'avoir l'implication donc de nos amis de la production, donc nos clients en fait, dans la démarche. Alors, le mode de fonctionnement de départ, c'est je prends une mesure toutes les 4 heures. Si mon produit est bon, je ne change rien, tout va bien. Si mon produit n'est pas bon et qu'il est trop peu concentré, je vais attendre un petit peu et je ne vais plus rentrer du liquide dans ma grosse marmite, là, de façon à évaporer ce qui doit l'être. Et si par contre je suis trop concentré, je peux y aller et je peux mettre un petit peu plus de liquide dans la marmite pour obtenir le produit à la concentration que je souhaite. On va passer en vue quelques findings. Les objectifs de développement qui nous sont posés, en fait, pour valider que l'outil qu'on a sélectionné fonctionne bien, c'est de développer des soft sensors pour remplacer les mesures qui sont faites au laboratoire et de ne pas être aveugle entre 2 mesures qui sont faites au laboratoire toutes les 4 heures, de développer des dashboards soit pour les opérateurs, soit pour les ingénieurs, pour qu'ils puissent effectivement faire des simulations, et de faire une analyse des causes et donc des moyens d'action pour pouvoir mettre en place un process control plus efficace. Alors, rien qu'à regarder les données, en fait, on s'est vite rendu compte avec les gens de production que les outils de mesure n'étaient pas spécialement adéquats. Et on a donc rapidement mis en évidence que les précisions de modélisation qu'on nous demandait étaient pratiquement aussi grandes
que les précisions de mesure qu'on avait au départ. Donc, à partir de là, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, on a cherché d'autres moyens de mesure qui étaient disponibles dans les bases de données et qui nous ont permis effectivement de switcher d'un pilotage par la mesure de densité vers un pilotage par d'un pilotage par la mesure de concentration vers un pilotage par la mesure de densité. Donc ça, c'est simplement une analyse des erreurs de mesure que l'on peut faire sur des datas. Donc c'est assez basique, c'est simple, mais ça veut dire que si vous avez des datas et que vous ne les exploitez pas, en fait, vous ne pouvez pas en tirer grand-chose. Dans la suite des findings, donc vous voyez, ça c'est un élément de chauffe, donc c'est un gros radiateur dans lequel on pousse de la vapeur s'y condense, et par le fait qu'elle se soit condensée, en fait on a échangé de la vapeur on a échangé de la chaleur vers le milieu à chauffer, et donc on voit là qu'il est tout propre, on vient de le démonter, et on a pu mettre en évidence dans les datas de nouveau que rien qu'à regarder les débits qui passaient au travers de ces échangeurs, on voyait l'encrassement qui se passait à l'extérieur des échangeurs. Alors ça, on le savait bien, je veux dire, c'était quelque chose de connu. Par contre, ce qui était moins connu, c'est quand on commence à mettre en relation des données qui viennent du laboratoire et des données qui viennent de la ligne de production, on arrive à mettre en évidence qu'on fait des bons produits plutôt dans une période et plutôt des mauvais produits dans une autre période. Et le moment où on fait des bons produits, on fait même des trop bons produits. Ce qui veut dire que ça donne une opportunité éventuellement de diminuer les consommations énergétiques pendant la première phase de vie de l'équipement et plutôt de fixer alors les intervalles de maintenance en fonction d'un coût, quelque part, d'un coût global qui compare le coût de la maintenance avec la capacité de production de l'installation. On a mis en évidence des variables qui bougeaient alors que je dirais que le management pensait que ça ne bougeait pas du tout, que c'était particulièrement stabilisé. Ce qui nous a permis en fait de chercher pourquoi. Et puis en cherchant pourquoi, on a vu qu'en fonction du type de roche qu'on utilisait en entrée du processus, on était finalement obligé de travailler dans des conditions opératoires qui étaient très très différentes. Mais en fait, le process tel qu'il était défini n'était pas piloté comme ça. On arrivait à ces situations de pilotage avec des paramètres de production différents, simplement grâce aux mesures que l'on faisait effectivement autour, et on n'arrivait pas donc à des setups qui étaient très très rapides. Donc ça nous a permis de clusteriser les types de roches avec lesquelles on travaille, et à partir de là, de définir des paramètres opératoires en fonction de ces clusters. On a mis en place des modèles qui étaient de plus en plus simples ou de plus en plus compliqués et qui, en fonction de la complexité qu'on y ajoutait, permettaient d'expliquer en fait des variabilités de procédés qui étaient de plus en plus importantes, et de voir ce que coûtait quelque part l'ajout d'un capteur, ce qu'il coûtait, ce qu'il apportait comme information. Alors, un sujet important, je pense, c'est que vaut la donnée, quelle est sa qualité. Et là, on s'est rendu compte assez rapidement que, puisque les datas n'étaient pas utilisées dans les boucles de régulation, finalement, on ne s'en occupait pas terriblement. Et donc, quand on a voulu étendre les modèles qu'on avait effectivement développés pour l'année 2017 en 2018, on s'est retrouvé avec les datas de 2018, avec 4 mois de données devant nous. Et on a vu que finalement, assez peu de données étaient tout ensemble fiables. Donc, chacune pouvait être fiable avec un taux de fiabilité important, 90% par exemple. Mais si on en prend 6 l'une à côté de l'autre, si à un moment elles sont toutes à 90%, au bout du compte, on a finalement relativement peu de données à pouvoir traiter. Donc on a conscientisé toutes les équipes, que ce soit production et maintenance, sur la réactivité nécessaire pour les dérives de capteurs. Et un des insights, je pense, les plus importants, et ça vient sur l'humain, je pense que c'était abordé largement par mon prédécesseur ici, c'est en fait le fait d'avoir un travail qui est assez transversal comme ça, parce que la donnée, elle démarre à un endroit dans la ligne de production et elle termine en fait exploitée par d'autres. Ça a généré énormément de contacts au sein de la société,
et énormément d'échanges de bonnes pratiques. Et donc on a Linus là qui nous raconte que en fait on sait surtout faire les choses ensemble parce qu'on est différents et que parce que chacun apporte effectivement des choses différentes, puisque un puzzle ne se fait pas avec toutes pièces identiques. Donc on a développé des dashboards de détection de phénomènes récurrents basés sur les analyses que je viens de vous parler, mis en place des outils qui permettent en fait au bureau d'engineering qui donnent des espoirs au bureau d'engineering sur des apports qu'ils pourront avoir pour leurs clients dans le futur. Et ici, donc, on a typiquement 3 clusters et on voit que les 3 clusters sont caractérisés par des paramètres de process très, très différents. On a finalement fait une analyse une root cause analysis, une analyse des causes de dérive des procédés. Et on a pu mettre des chiffres en fait sur les paramètres que les opérateurs doivent utiliser. C'est-à-dire qu'on a pu, à partir de là, déterminer quand un opérateur faisait une bonne modification de son process ou une mauvaise modification de son process, et de donner ainsi en fait des variables qu'on a pu automatiser. Et on a mis aujourd'hui en fait en place, on en discutait encore ce matin, un contrôleur qui permet effectivement de stabiliser la production et la concentration du produit qui sort des unités de concentration. Chose qu'auparavant on ne savait pas. Donc en fait on ne savait pas mettre un chiffre sur c'est quoi la bonne opération. On savait bien dans quel sens il fallait aller, c'est ce que j'ai raconté au départ. Donc on savait bien qu'il fallait ralentir quand on était trop peu concentré, qu'il fallait accélérer quand on était trop concentré. Par contre, mettre une valeur sur de combien est-ce que je dois augmenter, de combien est-ce que je dois diminuer, c'est des choses qui n'auraient pas été possibles en fait auparavant sans les outils qu'on a utilisés. Et sans le fait d'avoir en fait toutes les datas, ces datas qui sont d'un côté au laboratoire et de l'autre côté des datas de production, au même endroit. Bon, ça permet aussi, à partir du moment où on commence à agréger plusieurs capteurs au sein d'une seule valeur, une fois que cette valeur est en train de dériver, non pas de suivre la valeur en particulier, mais d'agréger toutes les variations, et donc de pouvoir détecter qu'un des 5 ou 6 capteurs est en train de dériver en ne surveillant finalement qu'une seule variable. Et ça, aujourd'hui, c'est mis en place au travers donc, de dashboards, au travers de fichiers de suivi au sein des équipes de production. Donc là, typiquement, on voit clairement, c'est presque clair pour moi, qu'ici on a un calcul de densité en fait, qui est fait à partir de 5 ou 6 capteurs différents et qui à un moment, en fait, ça part un peu en sucette. Et c'est lié au capteur dont j'ai parlé tout à l'heure, où pendant les 4 mois de 2018, il n'y avait jamais un capteur qui était en train de fonctionner en même temps que les 5 autres. Et donc, rien qu'en surveillant finalement cette courbe mauve, on arrive à détecter toute une série de dérives du procédé. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a fait au bout de ces 3-4 mois de travail sur les données de cette installation? On a modifié complètement la façon de piloter l'installation, en tout cas au niveau de cette zone-là. Et donc, on a supprimé ce pilotage qui était fait par la mesure qui était réalisée toutes les 4 heures par le laboratoire. On travaille maintenant sur base d'une mesure de densité avec, donc on a fiabilisé les mesures, je vais dire ça comme ça, et on a vraiment changé le métier, en fait, la façon de conduire l'installation, et ça c'est en quelques mois. Alors les facteurs clés de succès, je pense que j'arrive tout doucement au bout du temps qui m'est imparti. Les facteurs clés de succès pour un projet pareil, en fait, on est en train de gérer du changement. On gère du changement au niveau du management des équipes de production, on gère du changement au niveau de la façon dont les équipes de maintenance, les équipes de fabrication vont devoir travailler.
Et donc ça ne se fait pas sans le support complet du top management d'une entreprise, parce qu'on va tomber sur des réticences, c'est clair, et si on n'a pas le support de l'équipe de management, en fait, ces réticences vont vite se transformer en freins et en blocages, et donc c'est absolument nécessaire. Il faut une vision de se dire, OK, je ne sais pas ce que je vais trouver dans mes données, mais je vais effectivement les rendre accessibles à tous, et je vais développer des outils en interne dans ma société pour pouvoir en faire l'analyse. Puis il faut des ressources. Alors voilà, donc il a fallu mettre en place une équipe qui comprend à la fois des gens du métier et puis des gens de l'IT et puis des gens qui se mettent un peu entre les deux et qui font un peu le relais entre le métier et l'informatique. Et puis je crois que les choses les plus importantes, c'est d'arriver à gérer ce changement pour faire accepter en fait ces évolutions au sein des entreprises et de rester orienté vers son client en interne. Voilà, je vais vous rendre la parole et je vous remercie pour votre attention. Si je peux résumer très grossièrement votre speech, c'est l'apport des data vous a permis une meilleure compréhension de votre process, c'est ça? Oui, du process et de la façon dont on peut effectivement mieux le contrôler. Ok, est-ce que vous allez aller dans l'étape suivante en termes de data science, de faire de la prédiction? Par exemple, prédire quand il va y avoir des problèmes dans l'usine, prédire quand des pièces vont rompre? Donc le capteur, le soft sensor qui a été développé, typiquement permet déjà de définir en tout cas qu'il y a eu une panne, hein, donc ça c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est dans une phase donc, où on met du contrôle en place. Donc quelque part, ce qu'on souhaite, c'est que la densité reste stable par la suite. Il n'y a pas à proprement parler pour l'instant d'analyse de données qui soit faite pour faire de la détection de panne. Ok, ouais. Merci. D'autres questions? Oui. Merci beaucoup. Juste au niveau de votre laboratoire qui était là avant, apparemment, ça vous permettait quand même d'avoir une certaine, donc des informations qui, par après, ça permettrait à faire des corrections au niveau, je ne sais pas, de la production. Mm-hmm. Mais maintenant que vous avez mis des capteurs, donc les données que vous recueillez à partir de ces capteurs, est-ce que ça peut vous permettre peut-être de faire une certaine modélisation qui pourra peut-être à la suite vous aider à partir peut-être de certaines équations de modélisation que vous allez mettre en place sur base des données recueillies par les capteurs, voir comment est-ce que vous pouvez faire des corrections pour avoir des bons résultats à la fin. Est-ce que c'est possible? Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a abandonné les mesures. Enfin, on n'a pas abandonné les mesures. On continue à faire les mesures de laboratoire, mais par contre, alors qu'on était piloté par ces mesures de laboratoire qui étaient faites toutes les 4 heures, maintenant, en fait, grâce à ces soft sensors, on est en mesure en permanence d'avoir accès à la même information, mais tout le temps, mais c'est de la modélisation. Donc, oui, ça nous permet de mettre en place le contrôle dont vous parlez. Et aussi, par rapport aussi à l'amont, du fait que vous utilisez peut-être différents types de roches, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen aussi d'avoir un système qui vous permet d'avoir plusieurs données sur les roches que vous allez recueillir, de manière à pouvoir aussi, à partir toujours de la science des données, voir comment est-ce que vous pouvez stabiliser la densité de votre produit pour que les résultats soient bons? Est-ce que c'est possible? Donc, tant qu'on se base sur des produits qu'on a déjà utilisés, c'est ce qu'on fait. Alors, toute la difficulté vient quand on utilise un nouveau type de roche où on n'a pas l'historique, je vais dire, que pour décider sur quel produit on va travailler. Donc, d'où l'importance de constituer en fait une grosse base de données sur tout l'historique des minerais qui sont utilisés. Merci. Toute petite question pour faire le lien aussi avec ce qui avait été dit avant. Est-ce que vous avez eu aussi besoin de, on va dire, translateurs, de personnes qui sont capables de vulgariser la donnée vers vos correspondants business, donc le comité de direction ou autre?
ou bien c'était un travail acquis parce que les personnes étaient déjà très sensibles? Non, le translator, c'était moi. Donc, oui, effectivement, c'est mon métier, en fait. Donc, j'ai fait de l'usine pendant longtemps. Je suis un peu ouvert à ces méthodes, et donc je me suis mis vraiment à l'interface, à la demande de Marc Santer, entre les équipes de l'IT et les exploitants de l'usine.